Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur AL24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Restez avec nous. Et ce soir, nous avons voulu nous pencher sur les relations entre la Russie et l'Afrique, des relations d'influence qui connaissent ces dernières années une nouvelle dynamique. Et le constat est fait ces derniers mois avec cette tournée africaine du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, les préparatifs du prochain sommet Russie-Afrique en juillet, une Russie qui se tourne vers l'Afrique. Qu'est-ce que cela implique? Quels sont les enjeux de ce rapprochement? Jacques Sapir est notre invité ce soir dans ce numéro de l'Échiquier international pour décrypter justement cette coopération entre la Russie et l'Afrique. Bonsoir, monsieur Jacques Sapir. Bonsoir. Alors, vous êtes économiste spécialiste de la Russie, membre de l'Académie des sciences de Russie. Vous avez également occupé le poste de directeur de l'École des hautes études en sciences sociales en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Sapir, entre la Russie et l'Afrique, on peut parler donc de relations historiques marquées par une longue période de retrait de la part de la Russie. À quel moment la politique russe s'est tournée réellement vers le continent africain? Bien, la Russie est revenue en Afrique parce que, évidemment, l'Union soviétique avait été très présente en Afrique, mais la Russie est revenue en Afrique au début des années 2000 et essentiellement au départ au travers de sociétés privées, essentiellement minières, qui sont revenues donc sur le terrain africain. Donc le retour de la Russie s'est traduit par une présence économique d'abord. Oui, essentiellement une présence économique. Après, dans les années 2007, 2008, 2009, ça a été aussi une présence, je dirais, plus politique et surtout une influence politique parce que de nombreux intellectuels africains considéraient que le régime de Vladimir Poutine, ayant réussi à sortir la Russie de la catastrophe économique dans laquelle elle était dans les années 90, et en particulier au moment de la crise financière de 1998, eh bien que ce régime pouvait être porteur d'expérience, ou en tous les cas pouvait être d'une certaine manière répliqué dans un certain nombre de pays africains. Et c'est aussi cela qui a donné, je dirais, tout son poids à la présence russe en Afrique. Alors, vous l'avez dit, donc il y a eu entre-temps ce grand sommet Afrique-Russe qui s'est tenu à Sotchi en 2019. Jacques Sapir, on peut le dire, cela a constitué donc le point d'orgue de cette politique africaine de la Russie. On sait, et vous l'avez dit, la présence russe en Afrique se traduit sous différents aspects. Que cherche, selon vous, la Russie en Afrique? Quels sont ses vrais objectifs? Alors, elle en a plusieurs. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, parler de vrais objectifs peut être un petit peu trompeur. Alors, il y a tout d'abord des objectifs qui sont des objectifs économiques. La Russie veut développer ses relations économiques avec les pays africains et en particulier avec les pays dans lesquels il y a beaucoup de minerais. Ça, tout simplement parce que c'est, je dirais, l'intérêt des sociétés russes d'extraction des minerais. Ça, c'est un premier point. Après, il y a aussi une question plus politique. Je crois que les dirigeants russes ont compris dès le début des années 2000 que l'Afrique n'était plus cette espèce de champ libre aux politiques néocoloniales des anciennes puissances coloniales, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit évidemment le Portugal, et qu'il y avait une véritable dynamique politique en Afrique, et c'est cette dynamique politique qui les a intéressés. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est que le gouvernement russe a tendance à voir dans l'Afrique un allié potentiel, ou disons dans les pays africains plus précisément, un allié potentiel face aux États-Unis et aujourd'hui face aux pays occidentaux.
Oui, vous avez parlé donc d'une dynamique sur le continent africain, Jacques Sapir. Est-ce qu'on peut comprendre que la Russie mise, si vous voulez, sur le soutien des Africains actuellement? Oui, certainement. Certainement. Et d'ailleurs, cela se voit, même si un certain nombre de pays africains ont voté la résolution de l'ONU qui condamnait l'agression russe en Ukraine, aucun pays africain, à ma connaissance, n'applique les sanctions. Certains pays se sont par ailleurs abstenus sur cette résolution et certains pays en plus, en particulier l'Afrique du Sud, mais pas seulement d'ailleurs, ça va nettement au-delà de l'Afrique du Sud, entretiennent d'excellentes relations commerciales avec la Russie. Oui. Alors, qu'est-ce qui différencie l'approche russe de celle des Occidentaux quand on sait que cette influence russe est un petit peu contestée par l'Occident actuellement, Jacques Sapir? Alors, d'abord, il y a une évidence. La Russie n'a jamais été présente en tant que puissance coloniale en Afrique. Alors, on peut dire que c'est un fait du hasard, on peut dire que c'est aussi un fait de la géographie, parce que la Russie était beaucoup plus intéressée par des avancées dans le grand continent eurasiatique que par des aventures, je dirais, lointaines. C'est un fait, mais néanmoins, il n'en reste pas moins que la Russie n'a jamais été une puissance coloniale en Afrique, oui. Et que par ailleurs... C'est un aspect vanté par les Russes actuellement. Dans le discours, on l'écoute dans le discours du président Vladimir Poutine notamment. Tout à fait, tout à fait. Et par ailleurs, la Russie peut s'appuyer sur la politique soviétique vis-à-vis de l'Afrique, qui, elle, avait été, dès le départ, une politique de soutien à la décolonisation et de soutien à la constitution des États africains. Donc ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Par ailleurs, la Russie entend promouvoir une forme de modèle économique basé effectivement sur la transformation des matières premières, sur le rôle que peut jouer de ce point de vue-là les industries extractives, bref, tente à proposer un modèle de développement économique qui serait non pas alternatif, mais peut-être complémentaire à l'influence chinoise, car l'Afrique est aussi un terrain sur lequel la Chine et la Russie sont plutôt en compétition qu'en coopération. Très bien, on l'a compris. Donc, on est face à une nouvelle donne, Jacques Sapir. J'aimerais vous demander, est-ce que le fait que la Russie soit plus présente en Afrique signifie un échec de la stratégie occidentale sur ce continent? Qu'en pensez-vous? Alors oui, il y a un échec, mais c'est un échec qui vient de très loin en réalité. Le fait est que les anciennes puissances coloniales, la France, la Grande-Bretagne, n'ont pas été capables de redéfinir de manière correcte leurs relations avec les pays africains. Elles ne sont pas les seules responsables. Certaines élites africaines ont cherché cette forme de relation spéciale avec les anciennes puissances coloniales. Je ne pense pas que les torts soient d'un seul côté, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, cette présence des anciennes puissances coloniales est devenue insupportable à de très nombreux Africains. Et c'est de cela, justement, dont la Russie profite et dont la Russie se sert pour avancer ses cartes. Alors souvent, les Occidentaux pointent du doigt justement la présence sur le continent des groupes paramilitaires russes. Que dire de cette utilisation de ces groupes actuellement sur le continent? Quel est votre point de vue, Jacques Sapir? Tout d'abord, il faut dire une chose, c'est que la Russie n'est pas la première à pratiquer cela. Il y avait des groupes paramilitaires, certes moins voyants, certes moins développés, qui appartenaient ou qui dépendaient de nombreuses sociétés, qu'elles soient françaises, britanniques, canadiennes, qui opéraient en Afrique. Donc, malheureusement, ce n'est pas une nouveauté. Oui. Après, il est clair que un certain nombre de pays africains sont confrontés à des problèmes de sécurité, et des problèmes qui sont tout à fait réels. Par rapport à cela, le fait d'utiliser
une compagnie militaire privée, le groupe Wagner, pour l'appeler par son nom. Par son nom. Bon, oui. Le fait d'utiliser cette compagnie militaire privée permet à la Russie, d'une certaine manière, de s'engager sans s'engager politiquement. Et ça, c'est un point important. Oui. Après, il faudra voir est-ce que les troupes ou les petites unités de ce groupe Wagner seront efficaces en aidant les armées de certains pays africains à se reconstituer, à se moderniser. Ça reste à voir parce que c'est quelque chose qui va se jouer dans la durée, mais il est clair qu'aujourd'hui, effectivement, la Russie s'appuie beaucoup sur ce groupe paramilitaire privé. Alors, la Russie s'appuie sur ce groupe paramilitaire même dans sa guerre en Ukraine. Le contexte, on le sait, est difficile pour la Russie embourbée dans ce conflit. Justement, cela nous amène à évoquer les engagements économiques que peut avoir la Russie en Afrique. Jacques Sapir, d'abord, que disent les nouveaux ou les derniers indicateurs sur l'économie russe? Comment se porte-t-elle actuellement? Alors, l'économie russe est en train de récupérer du choc des sanctions. Ce choc a été maximal, grosso modo, du mois d'avril au mois de juin 2022. Aujourd'hui, l'économie russe est en train de récupérer. Son PIB n'a reculé que de 2% environ dans l'année 2022. Il pourrait être à nouveau en croissance en 2023. Et ceci est un point important parce que ça démontre qu'il y avait une résilience dans l'économie russe très supérieure à ce que l'on imaginait en Occident. Quand on connaissait un petit peu mieux l'économie russe, on en est un petit peu moins surpris, même si j'admets que moi aussi j'ai été surpris par ce résultat. Je pensais que l'économie russe terminerait 2022 avec un recul de son PIB de l'ordre de 3 à 3,5%, qu'elle se retrouve avec moins 2% seulement, est effectivement une bonne nouvelle. Donc, on peut le dire que l'économie russe n'a pas été fragilisée sous le poids des sanctions internationales, Jacques Sapir. Oui, elle a été touchée, c'est absolument indubitable, mais on voit que ce choc a été relativement court. Je vous dis, il s'est matérialisé essentiellement d'avril à juin 2022, et depuis, l'économie russe est en train de revenir progressivement vers son niveau de fin 2021, début 2022, avant de peut-être connaître cette année une véritable croissance. Vous savez, le Fonds monétaire international a d'ores et déjà annoncé que pour lui, l'économie russe croîtrait de 0,3% en 2023. Les calculs que je peux faire indiquent plutôt 1%, 1,5%. Mais quels que soient les chiffres, il est clair que l'économie russe va repartir sur une pente de croissance très probablement à la fin du premier semestre 2023 et dans le deuxième semestre 2023. Alors une Russie sous le coup des sanctions internationales, embourbée dans une crise ukrainienne, a-t-elle quelque chose à offrir à l'Afrique, Jacques Sapir? Alors c'est effectivement l'une des questions majeures. On voit bien que la Russie, elle va continuer évidemment à proposer ses bons services en matière économique, alors qu'il s'agisse des activités extractives, qu'il s'agisse aussi des activités d'infrastructure. Maintenant, est-ce que la Russie est capable de développer, je dirais, un programme de développement qui soit adéquat aux problèmes spécifiques que rencontrent les pays d'Afrique, en se rappelant d'ailleurs que ces problèmes peuvent être différents suivant les différents pays. Il y a des pays, par exemple, qui sont très riches en matières premières, d'autres pays qui n'ont pratiquement pas de matières premières. Donc, il y a des pays qui ont déjà connu des formes de développement. Donc ces relations peuvent différer d'un pays à un autre, c'est cela, Jacques Sapir? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça, si vous voulez, ça demande à la Russie et aux experts russes, ça demande un véritable effort de réflexion et de conception. Maintenant, même si cet effort
sera très probablement imparfait. Ce que l'on peut dire, c'est que la Russie offre une forme de modèle alternatif à beaucoup de ces pays et surtout leur permet de prendre leur distance vis-à-vis des pays occidentaux. D'une certaine manière, l'existence de la Russie et aussi de la Chine, parce qu'on ne peut pas ne pas parler dans ce contexte-là du rôle de la Chine, joue un rôle extrêmement important en ouvrant de nouvelles possibilités à l'économie souveraine des différents pays d'Afrique. Quels sont les secteurs visés, justement ? Donc vous avez parlé d'une Russie qui peut compter sur le soutien de la Chine. Dans quel secteur, précisément ? Alors, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. La Chine, elle, intervient beaucoup dans le secteur des télécommunications, beaucoup dans le domaine des infrastructures. Ils ont construit des lignes de chemin de fer, que ce soit en Éthiopie, que ce soit en Ouganda, au Kenya. Bon, il y a toute une série de développements. Alors que la Russie, elle, elle est plutôt portée par la dynamique des matières premières, par la dynamique des entreprises qui sont dans le secteur extractif, mais elle a aussi des capacités non négligeables dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des transports. Ainsi, l'Afrique s'avère être l'un des marchés importants de la construction de camions russes. Les camions russes qui ont d'ailleurs gagné à plusieurs reprises le Paris-Dakar, et ce n'est certainement pas un hasard, semblent bien adaptés par leur rusticité, mais aussi par leur puissance aux conditions que l'on rencontre en Afrique. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a des capacités de développement dans les transports et dans les infrastructures qui ne sont pas négligeables. Donc la Russie peut être un partenaire fiable pour le continent africain dans le contexte actuel, Jacques Sapir ? Oui, elle est très certainement un partenaire fiable. En même temps, il ne faut pas non plus exagérer la puissance de ce partenaire. Vous savez, si on calcule le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat, la Russie est aujourd'hui probablement autour de 3,5-3,6% du PIB mondial. Oui. La Chine est à 22%. Donc il est clair que la capacité d'aide, la capacité, je dirais, d'aide, qu'elle soit directe ou indirecte, aux pays africains venant de la Chine, est plus importante que celle de la Russie. Et d'ailleurs, de cela, les dirigeants russes sont parfaitement conscients. Mais sur un certain nombre de secteurs, eh bien là, on voit que les capacités de l'économie russe sont loin d'être négligeables et pourraient être extrêmement intéressantes pour toute une série de pays africains. Alors la Russie, comme la Chine, aspire donc à un nouvel ordre international. Jacques Sapir, à quoi ressemble justement cet ordre international façonné par la Russie ou par la Chine sur le continent africain ? En fait, il faut revenir aux déclarations, à la fameuse déclaration faite en 2007 lors de la conférence internationale de Munich sur la paix et la coopération par Vladimir Poutine. Oui. C'est à cette époque-là qu'il avait, d'une certaine manière, énoncé les priorités de la politique russe, autrement dit, un monde dans lequel aucune puissance n'est en mesure de dicter sa loi aux autres puissances, ça c'est un point important, c'est ce qui fonde d'une certaine manière le monde multipolaire, et où toutes les puissances respectent le droit international. On sait bien que malheureusement, une puissance, les États-Unis pour ne pas la citer, se sont, je dirais, extraits du respect du droit international, et cela, en 2007, Vladimir Poutine avait dit, ce n'est pas tolérable. Donc, ça serait plutôt dans cette direction-là, dans la direction du respect de la souveraineté de chaque État, qu'irait la politique de la Russie. Donc on est clairement face à un vrai bras de fer entre les États-Unis et ces puissances émergentes, Jacques Sapir. Oui, tout à fait. On est effectivement dans un bras de fer, car il y a à la fois cette idée, il y a des règles, mais s'il y a des règles internationales, elles s'appliquent à tous et pas simplement à un groupe de pays. Et ça, c'est un discours
qui peut être parfaitement entendu dans les pays africains. Les pays africains constatent qu'on leur demande de respecter des normes internationales, en particulier des normes de démocratie, mais qu'un pays comme les États-Unis ne respecte pas ces normes de démocratie, que ce soit dans l'agression contre l'Irak en 2003, que ce soit dans les différentes interventions comme en Libye par la suite. Donc, d'une certaine manière, ce qui est porteur dans le discours russe, c'est cette demande d'égalité de traitement. Et ça, c'est un point sur lequel les Russes vont appuyer et appuyer encore. D'ailleurs, c'est un point sur lequel ils sont largement soutenus par la Chine et c'est un point où ils peuvent marquer, je dirais, leur différence par rapport aux pays occidentaux dans les yeux des pays africains. Alors, avec tout, on va dire, ces tiraillements, Jacques Sapir, quelles sont vos prévisions pour le continent africain, vous qui êtes un observateur de ce qui se passe, de tous ces bouleversements actuels? Si vous voulez, le problème est le suivant. On sait très bien qu'il y a en Afrique des ressources extrêmement importantes, que ce soit des minerais ou que ce soit d'autres types de ressources, mais on constate aussi que depuis, grosso modo, une trentaine d'années, ces ressources n'ont pas suffi au développement des pays africains. Et l'une des raisons, je ne dis pas que ce soit la seule, mais l'une des raisons, c'est très clairement l'absence d'États réellement construits et d'États réellement souverains. Donc ça, c'est un problème. Et alors, ce n'est pas simplement un problème, je dirais, dans la relation entre les pays occidentaux et les pays africains, c'est aussi un problème à l'intérieur des pays africains. Encore faut-il que les élites politiques aient réellement conscience de l'indépendance de leur pays et qu'elles ne passent pas leur temps à rechercher des avantages individuels avec les anciennes puissances coloniales et globalement avec les puissances occidentales. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point qui est évidemment un point essentiel, c'est la question de l'éducation. Et on voit bien ici que tant que les pays africains ne donneront pas une priorité réelle à la question de l'éducation, eh bien, ils auront toujours des problèmes de développement économique importants. Eh bien, merci Jacques Sapir pour cet éclairage, pour cette analyse. Merci à vous pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes donc économiste spécialiste de la Russie, membre de l'Académie des sciences de Russie et vous avez occupé également le poste de directeur de l'École des hautes études de sciences sociales en France. Merci. Pas exactement, de directeur d'études, c'est-à-dire de professeur d'université. Je n'étais pas le directeur de l'École des hautes études en sciences sociales. Merci pour cette précision. Merci beaucoup, Jacques Sapir. Voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de cette émission, de ce numéro de l'Échiquier International. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.